ce chant est en fait un air très célèbre. Il est tiré de l'opéra Xerxes de Georg Friedrich Händel, un opéra baroque au début duquel l'empereur perse Xerxes tombe amoureux d'un arbre, en l'occurrence un platane, et lui déclare son amour par ce chant. Alors si j'ai choisi d'interpréter à mon tour ce chant en ouverture de ce petit cabinet Hortus Minor, c'est aussi pour déclarer mon amour, non pas à un platane, mais à un buisson de nagre. Que voici. Le nagre, on l'appelle Enotera bienis en latin. Du grec onos, le vin, et terre, la bête. Car autrefois, la racine très puissante de l'onagre, trempée dans le vin, était réputée pour apprivoiser les animaux sauvages. Pour le reste, c'est une plante bisannuelle assez commune qui se recèle d'elle-même tous les 2 ans, donc le long des routes, dans les terrains vagues, le long des voies de chemin de fer. Et sa morphologie est assez simple, comme on le voit sur ce modèle botanique très agrandi. Voilà, c'est une fleur, voilà, pétale assez libre, qui exhibe bien son pistil, ses étamines. Dans l'évolution, c'est une fleur qu'on dit primitive, parce que plus tard, les fleurs développeront des corolles qui protègent beaucoup plus les étamines et les pistils, les calices ou les tubes floraux qu'on connaît. Mais c'est au nagre, bon, elle est toute simple là. Elle a cependant une particularité, celle de ne s'ouvrir qu'à la nuit tombante, au crépuscule, quand le soleil se couche, quand la lumière décline, les fleurs s'ouvrent en un mouvement de spirale visible à l'œil nu, qui fait se déployer d'abord lentement, comme en apnée. Et puis, sous l'effet d'une pression interne irrépressible, d'un seul coup, leurs 4 pétales ronds d'un jaune phosphorescent. C'est pour attirer les insectes nocturnes que ces fleurs s'ouvrent aussi vite et rayonnent ainsi dans le noir, car elles n'ont qu'une seule nuit pour être butinées. C'est pour ça qu'on les appelle belles de nuit. Le lendemain, elles sont fanées. Mais quel spectacle en attendant, et quel émerveillement! C'est de là qu'est née l'envie de créer un cabinet de curiosité sur les plantes à partir de ce coup de foudre pour l'ouverture des onagres. Aujourd'hui, l'onagre, elle est surtout connue pour les vertus de ses graines. Les graines qu'on récolte ici, une fois que la tige est tombée, on ouvre et il y a des tas de petites graines noires qui en sortent, que la plante répand d'elle-même. Et de ces graines, on tire une huile, dite de primrose, riche en oméga 6 et en vitamine E. Cette huile est utilisée pour traiter l'acné, l'eczéma, redonner de l'éclat aux peaux fatiguées. Et en usage interne, elle réduit les douleurs des règles et les troubles de la ménopause. C'est mon amie, Claire. C'est avec elle qu'a germé la première idée d'un projet sur le végétal, en 2004, il y a 10 ans déjà. Et c'est dans son jardin que poussent les onagres que vous avez vus. C'est aussi elle qui connaît les plantes, parce que moi, avant ce projet, les plantes, j'y connaissais rien, je n'y comprenais rien, et en fait, ça ne me disait rien. Tous les deux, nous irons, ma belle, pour cueillir le muguet au bois. Sous nos pieds, égrenant les perles que l'on voit au matin trembler.
pour écouter les merles siffler. Le printemps est venu, ma belle, c'est le mois des amants bénis. Et l'oiseau satinant son aile dit ses vers au rebord du nid. Oh, viens donc sur ce banc de mousse pour parler de nos beaux amours. Et dis-moi de ta voix si douce, et dis-moi de ta voix si douce, toujours. Loin, bien loin, égarant nos courses, allons voir le lapin caché et le daim au miroir des sources, admirant son grand bois penché. Puis tous deux, tout heureux, tout aise, en panier, enlaçant nos doigts, revenons rapportant des fraises, revenons rapportant des fraises des bois. Ce qui me touchait dans cette mélodie, malgré sa naïveté bucolique, c'était qu'elle parlait d'un espace-temps où l'homme et la nature étaient comme accordés dans l'ordre du vivant, où les pensées, les passions humaines trouvaient leur écho dans d'autres règnes, parmi les plantes, les bêtes, les pierres. Un espace-temps où la nature n'était pas une commodité qui nous appartenait, mais une communauté à laquelle nous appartenions. Temps mythique, évidemment. Temps du jardin d'Éden. Jardin des délices, d'où l'homme et la femme furent chassés à jamais. Et justement, mon problème était là. Dans cette nostalgie que j'avais du jardin d'Éden. C'est-à-dire dans cette conviction que j'avais que tout était perdu, foutu depuis le début, entre la nature et l'homme, et tout ça par la faute de l'homme, enfin, surtout de la femme évidemment, avec cette histoire de serpents, de pommes, cueillies par elle, et restées en travers de la gorge d'Adam, d'où sa pomme. Une pomme qui était d'ailleurs peut-être une orange ou une grenade, puisque le mot latin pomum désigne simplement un fruit à pépins ou un noyau. Sans compter qu'au sens strictement botanique, la pomme est un faux fruit, puisque ce que nous mangeons en réalité, c'est l'ovaire de la plante. La mouche étant le reste des pièces florales desséchées, et la queue, ce qui reste de la tige de la fleur. Et cette histoire de pomme, elle me rappelait cette fresque du jeune peintre Masaccio, dans la chapelle Brancacci à Florence, où l'on voit Adam et Ève expulsés du paradis par un ange courroucé vêtu de rouge et muni d'une grande épée. Il y a un tel désespoir sur le visage de ce couple, exilé et puni. Mais puni de quoi? D'avoir voulu goûter de l'arbre de la connaissance. Pourquoi la condition humaine devait-elle procéder d'une faute, d'une chute, qui rompait du même coup son alliance avec le monde naturel? Tout ça me déprimait. Et puis je suis tombée sur ce livre. L'Odyssée du paradis dans la peinture flamande du XVe au XVIIe siècle. A priori, un ouvrage d'historien de l'art assez pointu, mais qui s'est révélé très parlant pour moi et quasi initiatique. Parce qu'il montre comment la malédiction qui pèse sur Adam et Ève est progressivement levée au cours de ces 3 siècles de peinture pour remettre le paradis à la portée de l'homme. Si tu veux rouvrir un chemin vers le paradis, alors il est temps que tu passes à la pratique, m'a dit mon amie Claire, tandis qu'elle dégustait les fraises de son jardin. Alors Claire m'a offert un livre et une plante. Lis-le, fais-la pousser, et tu verras. Si Claire m'avait donné un plant d'ananas à faire pousser, ou même un simple plant de tomates, j'aurais été déjà nettement plus enthousiaste parce que la tomate,
importée comme l'ananas d'Amérique au XVIe siècle, a connu un long parcours avant d'arriver dans nos assiettes. Quand la Xy tomatum, qui est le nom aztèque de la plante, se répand en Espagne sous le nom de tomato à la Renaissance, eh bien, on la considère avec méfiance, comme sa cousine, la pomme de terre, car toutes deux font partie de la famille des Solanacées, qui comportent des espèces toxiques. Comme la belladone ou le datura. La belladone, elle produit des petites baies noires qui contiennent de l'atropine, un alcaloïde assez puissant qui surstimule le système nerveux, donc il peut avoir des effets assez désastreux. Mais à la Renaissance, les femmes se mettaient dans les yeux du jus de cette baie pour agrandir leurs pupilles et avoir le regard plus profond. C'est de là que vient le nom de la plante, belladonna, aux yeux sombres. Quant au datura, on l'appelle également pomme épineuse ou pomme poison. C'est aussi une solanacée, donc, dont le fruit contient des graines particulièrement hallucinogènes, également avec des effets indésirables. Du coup, eh bien, cette tomate, qui est aussi une solanacée, personne ne la mange. D'autant que son fruit ressemble étrangement à celui de la mandragore des sorcières, cette fameuse plante dont la racine à forme humaine servait, pensait-on, aux sorcières à jeter des sorts aux gens. Il faudra 2 siècles à la tomate pour rentrer dans l'alimentation, dans la cuisine italienne, sous le nom de pomodoro, pomme d'or, et puis ensuite dans la cuisine française, un siècle plus tard. On dit que c'est au moment de la Révolution française que les Marseillais auraient ramené du Sud des tomates, qui seraient rentrées alors dans la cuisine parisienne, et puis il leur faudra encore un siècle pour retourner en Amérique du Nord cette fois et donner naissance au ketchup. Les cactus, ils viennent pratiquement tous, eux aussi, d'Amérique. Comme ce gros échinocactus, que je vais prendre avec des gants parce que, comme son nom l'indique, échinos cactos en grec signifie hérisson chardon. Il est donc redoutable, ce gros cactus devenu rarissime à l'état naturel, mais qui se cultive très bien en jardinerie et qu'on appelle familièrement coussin de belle-mère. Car en effet, il pique fort. Les plantes sont là, vertes et silencieuses, compagnes étranges avec lesquelles le dialogue est rare, tellement elles ont élevé leur laconisme en principe. Elles semblent immobiles, c'est parce qu'elles vivent dans un temps différent du nôtre. On dit qu'elles ne savent pas, qu'elles n'utilisent rien, qu'elles n'ont ni besoin, ni projet, ni but. Mais c'est parce que nous parlons un langage d'animaux qui se prête mal à la relation d'une vérité végétale. Je dois beaucoup à mon amie Claire de m'avoir fait découvrir Francis Allais. Ce botaniste est avant tout un spécialiste des arbres, un dendrologue. Et il en parle de manière passionnée et passionnante, notamment dans les bonus de ce DVD que je vous recommande. Un film de Sophie Bruno et Marc-Antoine Roudy, paru en 2001, qui s'appelle tout simplement Arbre. Francis Allais est aussi un grand défenseur des forêts primaires, c'est-à-dire les forêts de notre planète qui n'ont jamais été exploitées par l'homme, et dont il ne reste que 10 à 15% des forêts de notre planète. Il y a un tout petit morceau qui reste en Europe, entre l'Ukraine et la Pologne, la forêt de Białowieża, et c'est tout chez nous. Et pour étudier justement le sommet de ces forêts tropicales, les fameuses canopées, Francis Allais a créé avec ses collaborateurs un radeau des cimes, qui permet aux biologistes justement d'aller étudier toutes les espèces végétales et animales qui vivent là, au sommet de ces arbres tellement hauts qu'on n'y accédait jamais auparavant, et de montrer l'importance de la biodiversité qui règne là-haut. Alors de mon côté, pour conclure cette Hortus minor, eh bien je mets à votre disposition une boîte de graines.
Ce sont des semences de fleurs mellifères, donc que les papillons et les abeilles aiment butiner. Elles sont à semer au printemps prochain, à la volée ou dans un pot. Et elles fleuriront en été ou en automne. Et je vous invite à venir en chercher quelques-unes, à les ramener chez vous, si vous voulez, comme moi, amorcer un petit chemin d'ouverture vers le paradis.